Les Amérindiens possédaient 20 aliments durables qui, contrairement à la panique actuelle, ne nécessitaient pas de réfrigération pendant les tempêtes. Parmi ces merveilles, le pemmican, qui surpassait toutes les barres protéinées contemporaines. Préparé en mélangeant de la viande de bison, d'élan ou de cerf séché, avec de la graisse animale fondue et parfois des baies, ce super aliment pouvait se conserver des années sans se gâter. Le secret de sa longévité résidait dans son procédé de préparation. Il coupait d'abord la viande en fines tranches et la déshydratait complètement. Une fois parfaitement séchée, il la réduisait en poudre. Le composant essentiel était la graisse fondue du même animal, agissant comme un conservateur naturel, en empêchant l'air et l'humidité, généralement responsable de la décomposition des aliments. Un seul kilo de cette graisse pouvait nourrir un guerrier pendant de longues périodes. Cet aliment était incroyablement riche en énergie. Une petite quantité dépassait les calories de la plupart des repas modernes. Les tribus des plaines l'appréciaient grandement pour sa facilité de transport à cheval, car elles pouvaient emporter la totalité de leurs provisions en une seule fois. Cependant, ce qui le rendait remarquable, c'était sa capacité à ne jamais s'abîmer. Le secret résidait dans son absence d'eau, car les bactéries ont besoin d'humidité pour se développer. Sans eau et enfermé dans la graisse, cet aliment devenait pratiquement indestructible avec le temps. Bien que les survivalistes modernes préparent encore ce plat appelé pemmican, rares étaient ceux qui pouvaient supporter ce que les Amérindiens subissaient au quotidien. Cependant, un autre élément essentiel à leur survie était le maïs séché. Ces grains constituaient le fondement sur lequel des civilisations entières se sont construites. Les Amérindiens transformaient le maïs frais en pépites incroyablement dures qui restaient intactes pendant des décennies. Contrairement aux grains de maïs ordinaires, ceux-ci constituaient une véritable assurance de survie. Le séchage était un art qu'ils maîtrisaient parfaitement. Le maïs devait être récolté au moment optimal, lorsque les grains étaient à bien mûrs, mais pas encore pourris. Une fois cueillis, on les étalait sur des nattes tressées, ou on les suspendait en bottes au chevron pour les faire sécher. Ces grains séchés étaient suffisamment durs pour servir de munitions en cas de manque de pierre. Cette dureté avait un but. La douceur signifiait l'humidité, ce qui transformait le maïs stocké en un véritable amas de moisissures en hiver. Un stockage adéquat était tout aussi important que le séchage. Il les conservait dans des pots en argile aux couvercles hermétiques ou dans des paniers tressés, dont l'intérieur était scellé par de la poix. Certaines tribus creusaient même des fosses de stockage tapissées d'écorces et de pierres. L'intérêt résidait dans leur polyvalence. Ces grains durs pouvaient être transformés en tout ce dont on avait besoin. Moulus pour la farine de pain, bouillis entiers pour la soupe, sautés au feu pour des encas croustillants. Un maïs correctement séché contenait généralement moins de 14% d'humidité, ce qui le rendait inhospitalier à la prolifération des bactéries et des moisissures. Alors que nous nous demandons si nos céréales restent comestibles après leur date de péremption, ces grains s'en moquent complètement. Pendant ce temps, le maïs a subi une transformation plus raffinée. L'innovation biochimique de la nixtamalisation a révolutionné la nutrition. Les Amérindiens ont découvert que le trempage du maïs séché dans des solutions alcalines, généralement à base de cendres de bois, le préservait mieux, le rendait également plus nutritif et plus digeste. La complexité scientifique de ce procédé est stupéfiante, même selon les normes et les connaissances actuelles. Le traitement alcalin dissout les couches externes résistantes et libère la niacine liée, la rendant ainsi facilement assimilable par notre corps. En résumé, les Amérindiens maîtrisaient la biochimie avancée, bien avant que le reste du monde ne comprenne pourquoi des personnes tombaient malades à cause de maïs apparemment sain. Le processus a commencé par la production méticuleuse de lessive à partir de cendres de bois, en brûlant des bois durs spécifiques et en récupérant les cendres obtenues. Il passait de l'eau à travers des cendres à plusieurs reprises pour créer une solution alcaline forte et parfaitement concentrée. Des grains de maïs, frais ou séchés, étaient emplacés dans des pots en argile contenant cette solution de lessive. Ce mélange était chauffé et remué fréquemment, permettant d'observer les enveloppes extérieures dures se détacher et se détacher des grains. Après cuisson, le maïs était rincé abondamment, à plusieurs reprises pour éliminer toute trace de lessive. Il ne restait que des grains de maïs,
plus tendres, plus digestes et riches en nutriments. Cette méthode de conservation offrait des avantages significatifs et durables. Le maïs nixtamalisé se conservait mieux que le maïs séché classique, car ce procédé tuait les bactéries et décomposait les composés responsables du rancissement. Les spécialistes de l'alimentation moderne sont encore impressionnés par la capacité des peuples anciens à découvrir ce processus chimique complexe sans en connaître la science sous-jacente. Cependant, les céréales avaient un besoin d'un compagnon idéal. Les haricots secs fournissèrent l'apport protéique nécessaire pour compléter l'équation nutritionnelle. Pendant des générations, les Amérindiens ont développé de nombreuses variétés de haricots, les transformant en sources de protéines durables, riches en nutriments, capables de se conserver des années sans perdre leur valeur nutritionnelle. L'association du maïs et des haricots témoignait d'une ingéniosité biochimique. Les haricots apportaient des acides aminés essentiels dont le maïs manquait, tandis que le maïs apportait des acides aminés manquant aux haricots. Ensemble, ils formaient une protéine comparable à la viande. Le son des haricots secs, qui se déplaçaient dans leurs gousses, était le plat principal des Amérindiens pendant la décennie suivante. La méthode de transformation était simple mais cruciale. Les haricots étaient étalés sur des nattes tissées en une seule couche, garantissant ainsi une sécheresse totale pour chaque haricot afin d'éviter la moisissure et la décomposition. Les solutions de stockage variaient selon les régions, mais comportaient souvent des jarres en argile aux couvercles hermétiques et des paniers tressés recouverts de résine de pin qui maintenaient l'humidité à distance. Les fosses de stockage souterraines offraient un environnement frais et sec. Chaque variété de haricots présentait des caractéristiques de conservation uniques. Les haricots pris du sud-ouest, une fois séchés, étaient quasiment impérissables. Les haricots de Lima, plus gros, exigeaient une manipulation prudente, en raison de potentielles taches d'humidité cachées. Cependant, le véritable enchantement se déployait lorsqu'ils étaient plongés dans la marmite. Bien séchés, les haricots absorbaient l'eau et se transformaient en un mets tendre et savoureux, presque comme s'ils venaient d'être fraîchement récoltés. À l'inverse, les contemporains craignaient que les protéines en poudre ne périment au bout de 2 ans, alors que ces haricots offraient une nutrition complète après un stockage plus long que celui que certaines civilisations ont pu endurer. Aujourd'hui, alors que les haricots offrent des protéines végétales, la viande séchée incarnait la protéine portable, faisant de chaque en-cas de randonnée moderne un casse-croûte de niveau novice. Les Amérindiens maîtrisaient la transformation de la viande fraîche en lanières de cuir résistantes, qui résistaient à des saisons entières sans réfrigération, produits chimiques ni emballage sophistiqué. Le processus commençait par le choix des morceaux appropriés. La viande séchée optimale provenait de muscles maigres. La graisse était un adversaire, car elle se gâtait facilement. Chaque grain de graisse et de cartilage était soigneusement éliminé. Pendant plus de 4000 ans, ces individus auraient remporté des médailles d'or lors d'hypothétiques concours de fabrication de viande séchée, grâce à leur habileté et à leur régularité exceptionnelle. La méthode de tranchage de la viande était cruciale. Ils la découpaient contre le sens des fibres en bandes d'environ 6 mm d'épaisseur. Au-delà, l'intérieur était moelleux, tandis que les morceaux plus fins s'émiettaient. Les conditions météorologiques influençaient considérablement le succès de la production de viande séchée. Un temps de séchage idéal se caractérisait par des périodes sèches avec des vents constants et un ensoleillement abondant. Les séchoirs étaient des structures ingénieuses, conçues pour faciliter la circulation de l'air. La précision du temps était essentielle. Dans des conditions de séchage adéquates, la viande séchée pouvait être prête en 3 à 5 jours. Le produit fini était parfaitement sec au toucher et produisait un crépitement lorsqu'on le courbait. Les méthodes de conservation étaient variées, mais toutes visaient à maintenir la viande séchée au sec et à la protéger des nuisibles. Dans les grandes plaines, les sacs de séchage étaient les populaires. Le bœuf séché moderne a une durée de conservation d'1 an ou 2, tandis que le bœuf séché fabriqué de manière traditionnelle peut durer plus longtemps que la personne qui l'a préparé. La nature a également inventé sa propre méthode d'emballage. Les noix dans leur coque naturelle servirent de kit de survie. Les cadapos, les noix de Carrier, les noix de Grenoble, les pacanes et les glands, enveloppés dans leur coque, bénéficièrent de systèmes de conservation surpassant les emballages modernes.
La coque constituait le mécanisme de défense secret. Ces contenants organiques protégeaient la chair nutritive des noix de l'oxygène, de l'humidité et des insectes. Tant que les coques restaient intactes, les noix restaient fraîches et comestibles. Récolter les noix directement sur les arbres revenait à les recevoir dans un emballage scellé en usine. Sauf que l'usine était le fruit de millions d'années d'évolution et que l'emballage était entièrement biodégradable. Une collecte ponctuelle était essentielle. Les noix devaient être ramassées immédiatement après leur chute, avant que l'humidité du sol ne s'infiltre dans les coques. Les noix séchées naturellement sur les arbres étaient idéales pour la conservation. Le processus de transformation des glands était complexe. Les noix étaient cassées et la chair broyée en farine. Cette farine était rincée à plusieurs reprises à l'eau pour éliminer les tanins amers. Les lieux de stockage étaient choisis avec soin, parfois cachés, et comprenaient souvent des cages souterraines tapissées d'écorce pour maintenir un environnement frais et sec en permanence. Le stockage en surface se faisait dans des paniers tressés aux couvercles hermétiques. Les noix de carrier se conservaient parfaitement grâce à leur coque épaisse et dure et à leur faible teneur en humidité, ce qui leur permettait de se conserver des années sans conservation supplémentaire. Alors que nous jetons les noix au bout de quelques mois, les Amérindiens continuaient d'ouvrir des noix de carrier stockées, depuis avant la naissance de certains de leurs petits-enfants. Cependant, l'Amérique possédait son propre superaliment, poussant naturellement. Les graines de tournesol étaient le premier superaliment américain, domestiqué sur ce continent des milliers d'années avant la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Les Amérindiens ont transformé ces graines, petites mais puissantes, en véritables concentrés nutritionnels capables de résister aux civilisations, grâce à un stockage adéquat. La domestication du tournesol était considérée comme l'une des plus grandes réussites agricoles de l'histoire de l'humanité. Au fil des générations, ils ont méticuleusement sélectionné des variétés aux capitules colossaux, remplies de nombreuses grosses graines riches en huile, soigneusement disposées. Ces tournesols étaient si ingénieusement conçus que les hybrides contemporains semblaient être le fruit d'une planification désorganisée. Le moment optimal de la récolte était crucial pour obtenir des graines de qualité optimale. Les capitules de tournesol devaient atteindre leur maturité, permettant aux graines d'accumuler toute leur teneur en huile, sans pour autant devenir trop mûres et se déverser spontanément. Le processus commençait par la coupe des capitules entiers et leur séchage complet dans des conditions idéales. Une fois secs, l'extraction des graines s'avérait laborieuse. Les capitules doivent une fois frottées contre des surfaces abrasives, soit battues pour libérer les graines. La torréfaction était généralement la dernière étape avant le stockage à long terme. Cette étape éliminait l'humidité résiduelle, rehaussait la saveur et provoquait des altérations chimiques qui contribuaient à préserver l'huile des graines pendant des années. Les récipients de stockage devaient protéger efficacement les graines de l'humidité, de l'air et des parasites. Les récipients en argile hermétiquement fermés étaient très recherchés en raison de leur teneur en huile, ce qui les rendait précieux, mais vulnérables à la détérioration. Les graines de tournesol modernes ont une date de péremption, mais les graines traditionnellement stockées pouvaient survivre aux empires qui les cultivaient depuis des générations. De plus, certains fruits servaient d'armoires à pharmacie. Les baies séchées étaient des compléments vitaminiques naturels, riches en nutriments essentiels. Les Amérindiens excellaient à transformer les fruits de saison en aliments utilisables toute l'année, apparemment à durée de conservation indéfinie. Les canneberges, les cerises de Virginie, les myrtilles et les fraises sont passés de mets éphémères à des aliments de survie durable. Le séchage devait être rapide pour préserver une valeur nutritionnelle optimale et éviter toute détérioration. Les baies fraîches sont principalement composées d'eau, et cette eau devait être rapidement éliminée avant que les bactéries et les moisissures ne prolifèrent. Si les baies étaient brevetables, les canneberges détiendraient le brevet pour la technologie de conservation naturelle et exigeraient des droits de licence de la part des tiers. Différents types de baies nécessitaient des approches distinctes pour des rendements optimaux. Les canneberges, grâce à leur couche cireuse inhérente et à leur faible pH, séchaient sans effort et se conservaient exceptionnellement bien. Les cerises de Virginie étaient fréquemment pulvérisées initialement pour accélérer le séchage. Des créations originales, comme les galettes de cerises de Virginie,
se sont distingués par leur innovation et leur valeur nutritive. Les baies entières, ainsi que les noyaux, étaient écrasés ensemble, formant des galettes plates qui durcissaient ensuite en galettes denses. Celles-ci pouvaient être brisées en morceaux si nécessaire. Les canneberges détenaient le titre de championnes de conservation parmi toutes les baies. Leur acidité naturelle et leur enrobage cireux les rendaient quasiment indestructibles au séchage. Correctement traitées, les canneberges pouvaient aller se conserver des décennies, sans perdre leur acidité ni leur valeur nutritionnelle. Les méthodes de séchage protégeaient efficacement les baies séchées de l'humidité et des parasites. Les contenants en écorce de bouleau étaient largement utilisés, car l'écorce de bouleau était naturellement imperméable et tenait les insectes à distance tout en permettant une certaine circulation d'air. Au cours de longs voyages en mer, les marins succombaient au scorbut, tandis que les Amérindiens luttaient contre cette maladie grâce à des baies séchées en été. Parallèlement, les arbres offraient une solution de rechange, les blocs de sucre d'érable, bien antérieurs aux barres chocolatées contemporaines. Dans des régions comme les Grands Lacs et le Nord-Est, les Amérindiens transformaient la sève d'érable en blocs de sucre cristallisés, offrant une énergie instantanée pendant de longues périodes sans se gâter. Le procédé consistait à entailler les érables à la fin de l'hiver, lorsque la sève coulait abondamment, ce qui exigeait un timing précis. Entailler trop tôt entraînait une production insuffisante de sève, tandis que la retarder la rendait amère et immangeable. En résumé, ces arbres fonctionnaient comme de véritables usines à bonbons, ne fonctionnant que quelques semaines par an sans électricité. Le processus de cuisson nécessitait de grandes quantités de bois de chauffage et une surveillance constante. Il fallait environ 170 litres de sève pour produire un seul litre de sirop, une évaporation supplémentaire étant nécessaire pour atteindre le stade cristallin dur souhaité. La gestion de la température était essentielle pour une qualité optimale. Le processus d'ébullition visait à concentrer les sucres de la sève sans la brûler, ni la rendre amère. Finalement, cela permettait de transformer le sirop liquide en blocs de sucre solide, remarquablement stables pour un stockage prolongé, grâce à leur faible teneur en humidité et aux propriétés antimicrobiennes naturelles dues à une forte concentration en sucre. Alors que les colons européens payaient des sommes considérables pour le sucre importé, les Amérindiens récoltaient gratuitement des édulcorants de qualité supérieure provenant d'arbres indigènes de leurs terres. Les méthodes de stockage consistaient notamment à envelopper les blocs de sucre dans de l'écorce de bouleau ou à les conserver dans des récipients en bois pour les protéger de l'humidité. Sous terre, d'autres richesses étaient cachées. Les navets des prairies, trésors cachés sous le sol des grandes plaines, subvenaient aux besoins des tribus indigènes pendant les hivers les plus rigoureux. D'apparence discrète, ces racines robustes se transformaient en un aliment de survie hautement nutritif une fois transformé et séché pour une conservation à long terme. La connaissance du terrain et des fluctuations saisonnières était essentielle pour localiser ces plantes sauvages disséminées à travers les grandes plaines. Leurs parties aériennes étaient discrètes et souvent négligées par les cueilleurs novices, mais le sous-sol recelait une richesse nutritive que seuls des cueilleurs passionnés pouvaient déterrer. La récolte devait avoir lieu au moment optimal pour une valeur nutritionnelle maximale. Le début de l'été était préférable, lorsque les racines étaient matures, mais pas encore durcies au point de devenir difficiles à transformer. Une récolte et une transformation immédiate étaient cruciales pour prévenir la pourriture. On retire la terre des racines et on en retire délicatement la coque dure. Elles sont ensuite coupées en fines lamelles et placées sur des claies en osier pour sécher. Une fois complètement séchées, les tranches de navets des prairies deviennent dures comme du roc et presque transparentes. Cette déshydratation complète leur permet de rester comestibles pendant des années sans pourrir. Des méthodes de conservation les protègent de l'humidité et des nuisibles grâce à différents types de contenants. Même les légumes racines courants ne nécessitent qu'une réfrigération de quelques semaines. Mais ces navets des prairies restent consommables après un stockage plus long que la vie de nombreuses personnes. Leur valeur nutritionnelle était remarquable, fournissant glucides, protéines et vitamines essentielles à la survie pendant les hivers rigoureux. L'eau était également riche en nutriments. Le riz sauvage a servi de céréale aquatique, qui a transformé les rives des lacs en épiceries pour les tribus de la région des Grands Lacs.
Malgré son nom, le riz sauvage n'a aucun lien de parenté avec le riz traditionnel. Une graine d'herbe pousse en eau peu profonde et offre plus de protéines que la plupart des céréales. La cueillette du riz sauvage était une activité collective qui nécessitait des pirogues spécialisées et des techniques transmises de génération en génération. Des équipes de 2 personnes naviguaient dans chaque pirogue, l'une conduisant le bateau à travers les rizières, l'autre pliant les tiges et secouant les graines dans le fond de la pirogue. Récolter le riz sauvage ressemblait à diriger un orchestre, mais avec les graminées comme musiciens et un marais comme lieu acoustique idéal. Le timing était crucial pour une production optimale. Une récolte trop précoce impliquait que les graines n'étaient pas complètement mûres, tandis qu'une récolte trop tardive signifiait que le riz s'était déjà dispersé dans l'eau, nourrissant les canards. La transformation commençait immédiatement, commençant par le séchage au soleil, suivi d'une torréfaction méticuleuse au feu. La transformation traditionnelle impliquait le décortiquage du riz par piétinement dans des fosses tapissées de peau, puis le vannage pour séparer efficacement le riz décortiqué de la balle. Un riz sauvage, correctement préparé, peut se conserver de nombreuses années, dans des conditions optimales de stockage au sec, en veillant à le maintenir sec et à le protéger de l'humidité et des nuisibles. Parmi les méthodes de stockage privilégiées figure l'utilisation de contenants en écorce de bouleau, pour leur imperméabilité et leur capacité à repousser les nuisibles. Ce grain offre des avantages nutritionnels considérables, plus riche en protéines que les variétés de riz courantes. Contrairement à d'autres céréales, exigeant une vigilance constante contre l'humidité et les nuisibles, le riz sauvage semble insensible aux difficultés de stockage et conserve sa qualité plus longtemps que les récipients qui le contiennent. En revanche, les cerises de Virginie ont nécessité une approche de préparation particulière. Le résultat, des gâteaux de cerises de Virginie, précurseurs des snacks contemporains, d'apparence remarquablement rudimentaire. Ces blocs denses et riches en nutriments transformaient les cerises sauvages acides en un aliment sucré et durable, capable de fournir des vitamines essentielles pendant de longues périodes, sans réfrigération. Le processus commençait par la récolte de cerises de Virginie mûres mais fermes au moment optimal. Ces gâteaux étaient spéciaux grâce à leur utilisation complète, baies, noyaux et tous les composants des fruits réunis. Imaginez la première barre énergétique, non enveloppée dans des emballages sophistiqués, mais empreinte d'une détermination brute et d'un savoir traditionnel transmis méticuleusement. Le broyage devait être long et mesuré pour un résultat optimal. Une fois moulu, le mélange était façonné en galettes plates d'environ 2,5 cm d'épaisseur, puis étalé sur des feuilles d'écorce propres pour sécher lentement. Le temps de séchage variait selon les conditions météorologiques et le taux d'humidité, prenant parfois des semaines. Les galettes finies étaient dures comme de la pierre, se brisant avec des craquements aigus à la rupture. Elles arboraient une teinte sombre, presque noire, due au noyau écrasé et au jus intensifié. Une conservation adéquate exigeait une protection contre l'humidité et les insectes par diverses méthodes. De nombreuses tribus enveloppèrent les galettes individuellement dans des pots d'animaux avant de les placer dans des récipients hermétiques scellés avec des substances naturelles. Les gâteaux aux cerises, vieux de plusieurs décennies, constituaient une ressource nutritionnelle précieuse, tandis que le poisson fumé, méthode de conservation traditionnelle près des côtes, offrait des solutions protéiques en période de disette, riches en antioxydants, en vitamine C et autres composés bénéfiques pour la santé. Ces conserves permettaient aux tribus de survivre aux longs hivers, lorsque les produits frais étaient rares. Le fumage prévenait non seulement la détérioration, mais rehaussait également la saveur et prolongeait la conservation pendant des mois, voire des années. Une sélection rigoureuse du poisson pendant les hautes saisons, suivie d'une transformation rapide et d'un nettoyage minutieux, était essentielle pour préserver la qualité et prévenir la détérioration. Si on avait le choix, le poisson pouvait être fumé par les Amérindiens, plutôt que transformé en bâtonnet de poissons contemporains. Le processus de fumage était savamment conçu pour obtenir les meilleurs résultats. Des quilles maintenaient les morceaux de poisson à une distance optimale des feux lents, assurant une fumée constante sans chaleur excessive. L'objectif était de sécher
et d'assaisonner correctement le poisson. Le contrôle de la température était essentiel à une conservation réussie. Une surchauffe entraînerait une cuisson plutôt qu'un dessèchement, tandis que des températures plus fraîches prolongeraient le séchage, favorisant une prolifération bactérienne excessive. Le fumage pouvait durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, selon les conditions. Après fumage, le poisson devenait dur à l'extérieur, mais souple à l'intérieur, cette dureté extérieure protégeant les nutriments, tout en inhibant la croissance bactérienne susceptible de l'altérer à long terme. Le poisson fumé contemporain nécessite une réfrigération, et sa durée de conservation est limitée à quelques semaines, tandis que le poisson fumé traditionnel pouvait survivre plus longtemps que les filets utilisés pour sa capture. L'abondance de l'océan ne se limitait pas aux poissons. Les moules et les palourdes séchées transformaient les richesses côtières en protéines transportables, transportées à grande échelle vers l'intérieur des terres et restant comestibles pendant des années sans se gâter. Ces coquillages offraient une nutrition concentrée et précieuse aux tribus de l'intérieur, privées des ressources océaniques, constituant une réserve alimentaire d'urgence non périssable qui rendrait les survivalistes contemporains jaloux du savoir-faire des tribus côtières. La récolte exigeait une connaissance des marées et des cycles saisonniers pour des périodes de collecte optimales, et une transformation immédiate était cruciale après la récolte, en raison de la détérioration rapide des coquillages frais par temps chaud. La chair était soigneusement retirée des coquilles, et le nettoyage était une tâche laborieuse, exigeant une attention méticuleuse. Il était essentiel d'éliminer complètement chaque fragment de coquille et débris. L'ébullition servait généralement de méthode initiale de conservation pour éliminer les bactéries et amorcer efficacement le processus. Après l'ébullition, la chair des coquillages était disposée sur des grilles de séchage, facilitant la circulation de l'air autour de chaque morceau pour un séchage uniforme. Parfois, le fumage était associé au séchage à l'air libre pour accélérer le processus et conférer une saveur qui augmentait la durée de conservation. La durée de ce séchage variait de quelques jours à quelques semaines, selon la taille et les conditions climatiques de la région. L'objectif était une déshydratation complète. Les coquillages correctement séchés devenaient durs et cassants, dépourvus de toute humidité. Bien que les fruits de mer contemporains nécessitent la congélation pour une conservation au-delà de quelques jours, ces coquillages séchés pouvaient endurer plus longtemps que les navires qui les récupérèrent en mer. Leur densité nutritionnelle était remarquable. Protéines et minéraux étaient concentrés en une fraction pondérale minimale, ce qui les rendait idéaux pour les longs voyages. De retour à terre, le maïs subissait un autre traitement. À l'origine, le maïs de Porche, ou grain de maïs séché, était le précurseur des noix de maïs actuelles, un en-cas croquant et portable, doté d'une excellente conservation. Bien que les en-cas modernes paraissent éphémères en comparaison, cette méthode de préparation traditionnelle permettait de transformer les grains de maïs ordinaires en un aliment de voyage durable, pouvant se conserver pendant des années, dans des conditions idéales. Le processus commençait par la sélection du maïs à un stade de maturité optimale pour en maximiser les bienfaits. Les grains devaient être pleinement développés, sans être trop secs. Il impliquait de les retirer de l'épi et de les nettoyer méticuleusement pour éliminer les morceaux abîmés. Imaginez une source de nourriture parfaitement conservée, pouvant servir de munition en l'absence de pierres pour la chasse. Le processus de déshydratation exigeait une surveillance attentive et une grande habileté. Les grains de maïs étaient chauffés dans des récipients peu profonds sur un feu contrôlé avec précision, en remuant constamment pour assurer une cuisson uniforme et éviter qu'ils ne brûlent et n'altèrent leur saveur. La gestion de la texture était cruciale pour obtenir le résultat souhaité. Les niveaux de chaleur doivent être contrôlés avec précision pour évacuer l'humidité et obtenir une consistance croquante sans brûlure ni amertume. Un stockage adéquat nécessite de conserver le maïs grillé parfaitement sec et à l'abri de l'humidité, dans des récipients spéciaux, munis de couvercles hermétiques, pour une conservation à long terme et une prévention optimale de sa détérioration. Bien que les snacks à base de maïs contiennent des conservateurs et des dates de péremption, un maïs bien grillé peut se conserver plus longtemps que les civilisations qui l'ont créé. Ces avantages nutritionnels justifient cet effort considérable,
Il est exceptionnellement riche en calories et fournit de l'énergie pendant des heures à ceux qui marchent sans s'arrêter. La transformation des céréales en farine ouvre une multitude de possibilités. La farine moulue, une forme ancienne de farine, a nourri des continents avant que le blé ne devienne une céréale dominante à l'échelle mondiale. Les Amérindiens transformaient le maïs, les glands et autres céréales en fine poudre à l'aide de solides mortiers et pilons en granit, outils transmis de génération en génération. Ces robots culinaires de leur époque étaient robustes, fonctionnaient polluants sans électricité et tombaient rarement en panne. Le travail de broyage était laborieux, exigeant habileté et patience de la part des praticiens expérimentés pour créer des textures variées et répondre à divers besoins. Le tamisage de la farine en différentes granulométries était réalisé à l'aide de paniers aux mailles variables, chacun destiné à un usage spécifique. Pour protéger les aliments de l'humidité, des insectes et des rongeurs, il leur fallait des contenants de conservation adaptés. Les céréales moulues sont plus sensibles aux problèmes en raison de leur exposition accrue à la surface lors de la mouture. Cependant, préparées et conservées correctement, elles peuvent se conserver longtemps sans s'altérer dans des conditions idéales, dépassant souvent l'existence de cultures entières. Leur consistance fine les rend très adaptables à diverses applications culinaires, comme être mélangées à de l'eau pour un pain rapide ou incorporées aux soupes comme épaississant. Contrairement à la farine contemporaine, soumise à des dates de péremption et à des exigences de conservation spécifiques, les céréales moulues traditionnelles continuent de produire un excellent pain, même après de longues périodes de stockage. De même, les légumes, comme les courges en lanière, subissaient un traitement de déshydratation, transformant les surplus saisonniers en nourriture pour les communautés tout au long de l'année. Les Amérindiens excellaient dans la transformation de courges volumineuses et riches en eau, en lanières légères et faciles à conserver, réhydratées à tout moment pour les repas. Ce processus impliquait de sélectionner les courges à maturité optimale afin d'optimiser leur valeur nutritionnelle. Les courges devaient en mûrir complètement pour une saveur riche, sans devenir trop mûres et molles, ce qui entraînerait leur pourriture. Imaginez la préparation de pâtes à base de légumes. Mais ces pâtes étaient autoconçues pour une conservation plus longue que dans les jardins d'été où elles poussaient. La méthode de séchage exigeait des conditions météorologiques favorables pour une conservation efficace. Les journées chaudes et sèches, avec une brise constante, étaient parfaites pour une élimination rapide de l'humidité. Les lanières étaient disposées sur des grilles de séchage, permettant une circulation d'air autour de chaque morceau. Il était crucial de les retourner et de les surveiller régulièrement pendant le séchage. Les lanières devaient être retournées fréquemment pour assurer une déshydratation uniforme des deux côtés. Une fois terminées, les lanières étaient à la fois coriaces et souples, sans humidité résiduelle susceptible de les altérer. Des techniques de conservation étaient utilisées pour conserver les lanières séchées, les protégeant de l'humidité et des parasites grâce à diverses méthodes. Plusieurs tribus entrelacèrent les lanières en longues cordes qui pouvaient être suspendues dans des zones de stockage sèches, au-dessus de l'humidité du sol. Les légumes surgelés modernes nécessitèrent une réfrigération continue, mais leur durée de conservation est inférieure à celle des courgettes séchées au soleil ou des pommes de terre lyophilisées, conservées uniquement grâce à la lumière du soleil et à l'altitude. Leurs bienfaits pour la santé conféraient à ces produits une valeur inestimable, car ils conservèrent la plupart de leurs vitamines et minéraux, même après des années de stockage dans des conditions optimales. Les sites d'altitude offraient des possibilités de conservation exceptionnelles. Le miracle de la conservation en haute altitude résidait dans la lyophilisation des pommes de terre, qui transformait les tubercules de montagne en aliments quasiment indestructibles, grâce uniquement au gel et à une maîtrise technique exceptionnelle. Cette ancienne méthode de lyophilisation permettait de conserver des pommes de terre pendant des décennies, lorsqu'elles étaient conservées correctement au sec, à l'abri de l'humidité. Ce procédé exploitait les conditions uniques des montagnes. Les pommes de terre se solidifiaient pendant les nuits froides et décongelaient naturellement pendant les journées chaudes, éliminant ainsi l'humidité sans cuire la chair ni compromettre sa valeur nutritionnelle. Un millénaire avant les méthodes de laboratoire contemporaines, les tribus montagnardes ont développé la technique de lyophilisation.
Ce procédé consistait à sélectionner des pommes de terre parfaitement mûres, nettoyées mais conservées intactes lors de la première congélation, dans les conditions les plus froides de l'hiver. La congélation intervenait au plus froid de l'hiver, lorsque les températures négatives persistaient pendant plusieurs jours consécutifs. Une fois congelées, les pommes de terre étaient écrasées pour rompre les parois cellulaires et libérer les cristaux de glace emprisonnés. Le timing était crucial pour cette étape. Après l'écrasement, elles étaient à nouveau étalées pour achever le séchage. Le produit final ne ressemblait en rien à des pommes de terre fraîches. Il paraissait sombre, ratatiné et dur comme la pierre. Cependant, son aspect peu appétissant dissimulait un aliment hautement nutritif, comestible pendant des années, sans se gâter s'il était conservé correctement. Les aliments lyophilisés modernes nécessitent un équipement coûteux et des conditions contrôlées. Mais ces tribus montagnardes obtenaient les mêmes résultats grâce aux conditions hivernales et à un timing stratégique. Les plantes sauvages servaient à la fois de nourriture et de remède. L'oignon et l'ail sauvage servaient de conservateurs aromatiques, offrant un double avantage alimentaire et médicinal. Ces plantes conféraient saveur et bienfaits pour la santé, qui se maintenaient des années, lorsqu'elles étaient séchées et conservées avec soin selon des techniques traditionnelles, perfectionnées au fil des générations. Identifier l'oignon et l'ail sauvage exigeait une compréhension des cycles saisonniers et des préférences d'habitat acquises par l'expérience. Ces plantes prospéraient dans des endroits précis, à des moments précis de l'année. La période optimale de récolte était généralement la fin du printemps, lorsque les bulbes étaient complètement mûrs. Ces aromates sauvages constituaient en quelque sorte le système naturel de stockage des antibiotiques, avec l'avantage supplémentaire d'en rehausser le goût plutôt que de provoquer des effets secondaires inhabituels. Lors de la récolte, il faut prendre soin d'éviter d'endommager les bulbes. Le nettoyage est une tâche minutieuse. La saleté et les couches extérieures endommagées doivent être éliminées de chaque bulbe sans endommager l'intérieur. Les techniques de séchage différaient selon la taille des bulbes et les conditions locales, le séchage à l'air libre étant privilégié. Les bulbes étaient groupés par leur sommet ou enfilés sur des fibres végétales, puis suspendus dans des endroits bien aérés. La période de séchage s'étendait sur plusieurs semaines, selon les conditions météorologiques. Les bulbes bien séchés étaient durs au toucher, mais restaient souples. Un stockage adéquat nécessitait des contenants, permettant la circulation de l'air tout en les protégeant de l'humidité et des parasites. Bien que l'ail et l'oignon moderne nécessitant une conservation soignée et se détériorent encore relativement rapidement, ces variétés sauvages devenaient plus fortes et plus bénéfiques avec l'âge. Le principal obstacle à la conservation résidait dans les arbres. Les minuscules pignons de pin, enfermés dans des pommes de pin, offraient une valeur nutritive exceptionnelle par rapport à la plupart des autres plantes sauvages comestibles. Les Amérindiens du Sud-Ouest maîtrisaient des méthodes complexes pour récolter et conserver ces graines oléagineuses, qui pouvaient rester fraîches longtemps sans pourrir. La récolte des pignons de pin nécessitait une compréhension du cycle de vie complexe et du calendrier de production imprévisible des pins-pignons. Ces arbres ne produisaient des récoltes substantielles que sporadiquement, tous les 2 ou 3 ans, transformant les années de récolte fructueuse en atouts précieux pour des communautés entières qui en dépendaient. En résumé, la nature dissimulait des nutriments de première qualité dans l'emballage le plus encombrant du monde et les vendait de manière intermittente. La récolte des pignons de pin était une entreprise collective qui unissait les familles. Les cônes mûrs étaient grillés au feu pour les ouvrir et en libérer les noix. Après la récolte, les pignons de pin nécessitaient un tri et un nettoyage méticuleux, afin d'éliminer les spécimens défectueux ou prématurés. La barrière inhérente à leur coque conférait aux pignons un avantage naturel pour une conservation longue durée sans conservateur supplémentaire. Tant que la coque restait intacte, les pignons conservaient leur fraîcheur et leur comestibilité pendant de longues périodes, dans des conditions appropriées. Les techniques de conservation exploitaient la durabilité et les qualités protectrices innées de ces précieux pignons, utilisant des récipients en argile, des paniers tressés et des contenants en peau d'animal pour les protéger efficacement de l'humidité et des parasites.
Malgré les dates de péremption des pignons modernes et leur conservation rigoureuse, les pignons de pin ont continué à offrir des nutriments de qualité supérieure, plus longtemps que les arbres qui les produisaient. Leur richesse nutritionnelle était remarquable. Ils offraient des graisses bénéfiques, des protéines complètes et des minéraux essentiels, rarement présents dans d'autres aliments régionaux. Ces 20 aliments ne se limitent pas à la conservation. Les Amérindiens ont développé des systèmes alimentaires résilients et respectueux de l'environnement depuis des millénaires, dépassant la durabilité de nombreuses méthodes contemporaines. Ils ont exploité la prospérité saisonnière pour assurer une stabilité tout au long de l'année, grâce à la persévérance, au savoir-faire et à l'harmonie avec les rythmes de la nature plutôt qu'à leur opposition.